Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition environnementale. Au sommaire, le Togo poursuit ses efforts pour faciliter l'accès à l'eau à la population. À cet effet, le village de Binandoubé bénéficie désormais d'infrastructures d'addition d'eau potable grâce au projet filets sociaux et services de base initié par l'ANADEB. Le gestionnaire de la flotte Easy Rwanda amorce l'électrification des autobus de Kigali. Des véhicules écologiques seront mis en circulation dans la capitale rwandaise après une phase de test auprès des opérateurs locaux. Et puis en Europe, un tiers des espèces d'arbres disparaîtront d'ici 2100. Ces situations pourraient avoir pour cause les fortes températures qui dominent l'atmosphère sur le continent. C'est l'essentiel de l'actualité du jour. Place au développement. Les habitants du village de Binandoubé, situé dans la préfecture de Bassar, ont désormais accès à l'eau potable après 20 ans de vulnérabilité grâce au projet de filets sociaux et services de base FSB. Initié par l'ANADEB, ce projet vise à soutenir la réhabilitation et la construction d'infrastructures de base dans les communautés ciblées et à permettre l'épanouissement des femmes dans le secteur agricole. Suivant. Le village de Binandoubé, situé dans la préfecture de Bassar, à environ 110 km de Kara, a depuis longtemps souffert d'accès à l'eau potable. Ses habitants étaient obligés de parcourir plus de 5 km à la recherche de l'eau. À cet effet, le projet de filets sociaux et services de base FSB, piloté par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB, a été mis en place dans le but de soutenir la réhabilitation et la construction d'infrastructures de base dans les communautés ciblées, ce qui permettra d'accroître l'accès aux services socio-économiques afférents. En plus des transferts monétaires, plusieurs femmes du village sont devenues indépendantes financièrement avec diverses activités agricoles qu'elles mènent sur leurs propres parcelles. Selon les responsables de l'antenne régionale de l'ANADEB Kara, pour démarrer la réalisation de ces ouvrages, les bénéficiaires ont procédé en février dernier à la remise des sites aux entreprises pour l'exécution des travaux. À ce jour, la région de Kara bénéficie de plus de 44 infrastructures du projet FSB. Leur mise en œuvre est conduite par les communautés bénéficiaires, elles-mêmes suivant l'approche de développement conduite par les communautés DCC. Le projet proposé vise globalement à répondre à la problématique de la responsabilisation des communautés dans leur développement, à renforcer leur accès aux infrastructures de base et à une couverture sociale minimum. Ce projet a été financé par la Banque mondiale à hauteur de 5,4 milliards de francs CFA. Pour rappel, le gouvernement a fait de l'accès à l'eau potable l'une de ses priorités dans la feuille de route quinquennale. L'ambition est de parvenir à un taux de desserte nationale en eau potable de 85% d'ici 2025. La Namibie et la Belgique investissent 267 millions de dollars dans la construction d'une installation de stockage et d'exportation d'hydrogène vert et d'ammoniac. Cette installation en Namibie va durer 3 à 5 ans et permettra de ravitailler les navires qui transitent vers le port namibien de Walvis Bay. Rafetou Mberikou. Une construction d'installation de stockage et d'exportation d'hydrogène et d'ammoniac décarboné en Namibie a été annoncée par le port d'Anvers-Brugge en Belgique et l'autorité portuaire namibienne. Cette installation coûtera 267 millions de dollars et sera conjointement financée par la Namibie et la Belgique. Selon l'agence de presse américaine Bloomberg News, l'installation sera détenue à part égale par le port d'Anvers-Brugge et Namport et devrait être construite dans un délai de 3 à 5 ans sur un site vierge à proximité du port de Walvis Bay. Une filiale de l'armateur italo-suisse est déjà en pourparlers avec les deux partenaires pour exploiter cette installation qui permettra de ravitailler les navires qui transitent par le port namibien de Walvis Bay en hydrogène et d'expédier de l'ammoniac vers plusieurs marchés européens
où il sera utilisé dans la décarbonation des industries lourdes. La Namibie, l'un des pays les plus ensoleillés et les moins densément peuplés du monde, espère devenir la première économie africaine neutre en carbone et un exportateur majeur d'énergie propre grâce à ces méga-projets. En septembre 2023, la compagnie maritime belge avait entamé la construction d'un complexe de production d'hydrogène et d'ammoniac décarboné en Namibie en association avec le conglomérat namibien. Le gouvernement namibien avait également signé en juin 2023 un accord avec le consortium franco-allemand et d'autres partenaires prévoyant le lancement d'un géant complexe de production d'hydrogène vert dans le pays pour un investissement de 10 milliards de dollars. Le Maroc met en place un chantier d'aménagement hydro-agricole de près de 130 mètres dans le nord du pays, entre les régions de Meknès et Fès, afin d'atténuer les effets du changement climatique. Cette innovation représente pour la population de ce pays une source d'opportunités et de revenus. Regardez. Marqué par les changements climatiques qui affectent la production agricole dans la disponibilité des ressources hydriques et la sécurité alimentaire, le Maroc met en place un chantier d'aménagement hydro-agricole dans le nord du pays, entre les régions de Meknès et Fès, afin d'atténuer les effets du changement climatique pour une meilleure résilience du secteur agricole. Ce chantier vient pour soulager une nappe phréatique dans l'une des zones les plus productives au Maroc, qui connaît un déficit hydrique de 100 millions de mètres cubes par an. Ce château d'eau fait près de 130 mètres et est destiné à l'irrigation de l'agriculture dans cette zone du pays qui consomme environ 80% de l'eau. Selon le chef de ce projet, Aloussi Mohamed, cette nouvelle innovation permettra l'épanouissement du secteur agricole et sera une source d'emploi. L'impact des changements climatiques sur les productions agricoles réduit le taux de croissance de production en Afrique. À travers ce chantier hydro-agricole, le Maroc protège ses cultures et montre ainsi l'exemple aux pays africains pour une meilleure résilience du secteur agricole. La plateforme de solutions de mobilité Easy Rwanda vient de réceptionner 5 autobus électriques. Ils seront mis en circulation dans la ville de Kigali à la suite d'une phase pilote auprès des opérateurs de transport public. Alessandra Adekombi. La population de Kigali est passée de 800 000 habitants en 2013 à 1,2 million en 2024 et sans que le nombre de véhicules de transport en commun ne suive cette évolution démographique. C'est le constat dressé par la plateforme Easy Rwanda qui a annoncé récemment la livraison de 5 autobus électriques. Selon le gestionnaire de flotte, ces engins écologiques seront mis en circulation dans la capitale rwandaise après une phase de test auprès des opérateurs locaux tels que Kigali Bus Service. Outre la décongestion urbaine, cette initiative s'attaque aux 13% d'émissions de gaz à effet de serre GES générées par la combustion des carburants fossiles dans ce pays d'Afrique de l'Est qui ambitionne d'électrifier 20% de son réseau de transport public d'ici à 2030. Selon Easy Rwanda, il s'agit d'une réponse originale face à l'augmentation des coûts du diesel et au plafonnement des prix des billets de passagers. Seulement, les conducteurs de bus thermiques n'épousent pas tous cette transition vers des véhicules électriques en évoquant notamment leur prix d'achat très coûteux, le manque d'infrastructures de recharge et de maintenance. En la matière, l'entreprise dirigée par Alex Wilson semble avoir trouvé la solution. Moyennant une faible redevance kilométrique, les exploitants d'autobus peuvent bénéficier du service de paiement à l'usage et ont accès à un véhicule entièrement électrique, à l'infrastructure de recharge nécessaire, à l'entretien complet du véhicule et à la formation. Sans aucun coût initial, les fournisseurs de services de transport peuvent également réaliser une économie moyenne de 40% sur les coûts d'exploitation, ce qui transforme leur rentabilité et leur permet de répondre aux besoins liés à la croissance démographique en zone urbaine. Alors que l'énergie solaire hors réseau est considérée comme la solution ultime pour accélérer l'électrification dans les zones rurales en Afrique, l'analyse des données de l'Association mondiale de l'éclairage hors réseau révèle que les investissements dans ces secteurs ont fortement ralenti en 2023 dans le monde. Alessandra Adekombi nous en dit plus.
Une nouvelle inquiétante pour les professionnels de l'électrification rurale en Afrique et dans le monde. Le secteur de l'énergie solaire hors réseau a attiré très peu d'investissements au niveau mondial en 2023. En effet, 425 millions de dollars ont été investis l'année dernière, soit une baisse de 43% par rapport à 2022. Ces informations sont contenues dans les résultats de la base de données d'investissement 2023 de l'Association mondiale de l'éclairage hors réseau GOLGA. Publié le 26 avril, le rapport révèle également que la baisse la plus significative a eu lieu dans le segment des mises à échelle, ce qui fait craindre que les conditions macroéconomiques éloignent encore davantage le secteur de sa contribution à l'accès universel à l'énergie d'ici à 2030. Une situation qui a écho particulier en Afrique où 600 millions de personnes n'ont pas encore accès à l'électricité. Le financement de 425 millions de dollars a été absorbé par 85 entreprises. Sur ce financement, 281 millions de dollars ont été accordés sous forme de dette, 128 millions de dollars sous forme de capitaux propres et 15,5 millions de dollars sous forme de subventions, indique la GOLGA. Les données d'investissement de 2023 montre que ça davantage d'instruments de réduction des risques et de financement concessionnel, l'énergie solaire hors réseau n'atteindra pas l'échelle nécessaire pour atteindre les objectifs de développement mondiaux. Actuellement, le monde a besoin de 3 milliards de dollars d'investissement par an d'ici à 2030 pour atteindre le 7e objectif de développement durable ODD 7 sur l'accès universel aux énergies propres. L'énergie solaire hors réseau est pourtant considérée comme une solution idéale pour réduire le retard en matière d'électrification rurale en Afrique au sud du Sahara. Parmi les solutions hors réseau distribuées en Afrique figure le système solaire domestique. Ce petit réseau électrique à l'échelle d'une maison est composé d'un ou plusieurs panneaux solaires, des onduleurs et des batteries pour le stockage de l'électricité. L'électricité propre ainsi stockée est redistribuée à la demande dans le réseau domestique pendant la nuit ou par mauvais temps. Il y a également les mini-réseaux qui permettent aussi l'électrification des zones rurales. Il s'agit de petites centrales solaires photovoltaïques avec un système de stockage d'électricité par batterie ou hybridées avec des groupes électrogènes. Ces installations sont équipées de petits réseaux de distribution capables d'alimenter une communauté ou un village. En République démocratique du Congo RDC, l'entreprise Nourou déploie d'or et déjà des mini-réseaux capables de couvrir des villes entières, à l'instar de Goma dans la province de Nord Kivu. Le Nigeria fait le pari du solaire hors réseau pour l'électrification de ces zones rurales à travers un projet mis en œuvre au niveau fédéral et financé à hauteur de 550 millions de dollars par la Banque africaine de développement BAD et la Banque mondiale. De tels engagements financiers sont nécessaires pour relever le défi de l'électrification en Afrique. D'après les prévisions météorologiques, l'Égypte serait confrontée ces prochaines semaines à des épisodes critiques de canicule. Face à la situation, le pays met en place des mesures préventives pour sécuriser son énergie. Toutes les exportations de gaz naturel liquéfié sont suspendues à partir de ce mois de mai. Rafietou Berikou. L'Égypte connaîtra des épisodes de canicule dans les prochaines semaines selon la météorologie. Le phénomène va s'amplifier avec l'immense de l'été. Une montée de chaleur due aux perturbations climatiques elles-mêmes causées par la hausse de plus en plus inquiétante de la température dans les mers et au-dessus de la terre. Cette menace se profile alors que dans le même temps, des coupures d'électricité sont de retour dans le pays. Elles mettent à rude épreuve depuis quelques années le fonctionnement des centrales électriques et cela inquiète les autorités égyptiennes. Dans ce contexte, le pays a décidé de suspendre ses exportations de gaz naturel liquéfié à partir de ce mois de mai et ce jusqu'à nouvel ordre. Par ailleurs, le Caire a annoncé qu'il va relancer les importations de gaz interrompues depuis 2 ans, une option qui ne lui laisse vraiment pas d'autre alternative. Le pays envisage de déployer en mer d'ici le mois de juin prochain une unité de stockage et de regazéification en vue de faciliter et de rendre efficaces ses importations de gaz naturel liquéfié. Le Caire compte pour ce faire sur le gisement des ors
au large de Port Saïd dans la mer Méditerranée, dont la capacité est estimée à 850 milliards de mètres cubes. L'Égypte envisage également le lancement dès cette année de nouveaux forages de puits pour accroître sa production de gaz naturel liquéfié et sécuriser ses stocks. Certaines espèces d'arbres sont menacées en Europe à cause du réchauffement climatique. Ces dernières ne seraient pas en mesure de survivre face à des températures plus élevées. Léonce Sagou. Dans les forêts européennes, des menaces pèsent sur les arbres. Un tiers des espèces pourraient disparaître en Europe à cause du réchauffement climatique d'ici 2100. Selon la journaliste Sophie Lançon, des espèces d'arbres sont en danger car elles sont incapables de faire face aux températures plus élevées. D'après une étude, des hypothèses très inquiétantes ont été émises sur l'extinction future de ces espèces d'arbres, notamment si le réchauffement de la planète est limité à une hausse de 1,6 degré Celsius d'ici la fin du siècle. Sur 10 essences d'arbres par kilomètre carré, 3 d'entre elles ne résisteraient pas, indique la journaliste. Dans le cas le plus sévère, une hausse de température de 4,3 degrés Celsius pousserait la moitié des espèces à disparaître. L'Europe du Nord et de l'Ouest seraient les plus menacées. Des espèces comme le sapin blanc, l'érable, le châtaignier ou encore l'ormeau de montagne sont particulièrement en danger. Pourtant, ces espèces d'arbres sont fondamentales pour la planète, étant donné qu'elles sont capables de stocker de manière plus importante du CO2, indique Sophie Lançon. Elles permettent aussi de produire du bois sans menace pour la biodiversité forestière. Au Brésil, plus de 110 personnes ont perdu la vie et plus d'une centaine sont portées disparues suite à des intempéries de la semaine dernière. Les inondations ont privé plus d'1 million de foyers brésiliens d'eau potable et d'électricité. Le point avec Vivace Amana. La région du Rio Grande do Sul, située au sud du Brésil, se retrouve complètement sous les eaux depuis le week-end dernier. Le bilan provisoire fait état d'au moins 78 morts et d'une centaine de portés disparus. Les sinistrés qui ont pu être secourus sont toujours secoués par l'ampleur des intempéries. En une nuit, il est tombé 2 ou 3 fois plus que les prévisions, donc nous sommes en danger. Maintenant, je n'ai plus de téléphone portable, alors je ne sais pas ce que je peux faire. Je n'ai plus aucune communication avec qui que ce soit. Je suis très secoué. C'était terrifiant car nous avons vu l'eau monter de manière absurde à une grande vitesse. Approximativement, plus d'1 million de foyers sont privés d'eau potable. Les moyens aériens sont déployés et des bénévoles sont engagés dans une course contre la montre malgré les difficultés pour sauver les personnes encore coincées dans les maisons. Les choses sont très compliquées pour nous. Nous aidons qui nous pouvons, mais c'est très difficile de faire face à la nature. Vue du ciel, la ville de Porto Alegre dans le sud du pays laisse voir l'ampleur de cette catastrophe climatique. Les maisons dont on aperçoit à peine le toit ont été endommagées. Le président brésilien Lula da Silva s'est rendu dans la zone du sinistre aux côtés des autorités de la région pour apporter son secours aux populations. C'est un scénario de guerre. Et quand il y a un scénario de guerre, il faut un plan d'après-guerre. En plus de 70 000 habitants évacués de leur domicile, plus d'1 million de foyers sont toujours privés d'eau selon la défense civile. Les dirigeants pensent déjà établir un plan pour reconstruire les zones sinistrées après cette catastrophe climatique. Après le Brésil, c'est le Kenya qui est touché par de fortes inondations. Une douzaine d'hôtels, des lodges et des camps ont été envahis par les eaux dans la réserve nationale de Masai Mara. Des dizaines de touristes et le personnel de la dite réserve ont été évacués par hélicoptère. Léonce Sagou. Pendant que de fortes pluies continuent de s'abattre sur le pays, plus de 14 camps de touristes ont été submergés dans la réserve de Masai après que la rivière Talek soit sortie de son lit. Le Masai Mara, dans le sud-ouest du Kenya, est une destination touristique populaire car il accueille la migration annuelle des gnous en provenance du parc national de Serengeti en Tanzanie. La Croix-Rouge du Kenya déclare avoir réussi à évacuer plus de 90 personnes, essentiellement par voie aérienne mais aussi terrestre. Le Mara Elephant Project et le gouvernement du comté de Narok affirment tous deux avoir également envoyé des hélicoptères pour aider aux évacuations. Les médias locaux rapportent que les touristes et le personnel ont été obligés de grimper aux arbres pour fuir la montée des eaux.
Le président William Ruto a ordonné à l'armée de se joindre aux efforts de recherche et de sauvetage et a exhorté toute personne vivant dans des zones fragiles, sujettes au glissement de terrain et aux inondations, à se déplacer vers des terrains plus élevés. Plus de 180 personnes sont mortes au Kenya depuis mi-mars à cause des précipitations supérieures à la moyenne ayant provoqué des inondations généralisées, des glissements de terrain et la destruction des infrastructures. Les météorologues kenyans ont prévenu que davantage de pluie était attendue dans les jours à venir. Et pour clore cette édition, un bras de fer sur les questions environnementales se tient entre l'État français et la mairie de Paris. La municipalité de la capitale française s'oppose à un projet de forage pétrolier autorisé par le gouvernement. Ce projet menacerait les réserves en eau potable de la ville de Paris. Vivace Amana. La mairie de Paris a dénoncé le lundi dernier un projet de forage pétrolier autorisé par l'État français. Dans un communiqué, la mairie dirigée par Anne Hidalgo dénonce une catastrophe environnementale en puissance à l'heure où les ressources en eau sont de plus en plus menacées. L'opérateur chargé des questions de l'eau dans la capitale de l'Hexagone a saisi en référé un tribunal administratif pour faire suspendre l'arrêté autorisant l'ouverture de travaux sur la concession d'hydrocarbures de Nonville à 80 km au sud-est de Paris. Dans sa requête, la Régie des eaux de Paris estime que l'extension du site de forage existant compromet la sécurité de l'alimentation en eau potable de la ville, mais aussi la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Son président Dan Lair déclare que le gouvernement joue avec le feu car 180 000 Parisiens reçoivent de l'eau potable des 2 captages situés à proximité du site pétrolier. En effet, l'entreprise Bridge Energy, qui est titulaire d'une concession d'exploitation, a obtenu de l'État l'ouverture de 2 forages pétroliers d'une profondeur de 1500 mètres à l'issue d'une enquête publique. L'autorité environnementale, en accordant son feu vert au projet, formule un nombre important de recommandations, dont celle d'analyser et de prévenir les risques d'un accident ou d'un acte de malveillance conduisant à des écoulements d'hydrocarbures. Ce projet de forage pétrolier à Paris fait polémique alors qu'une loi adoptée en 2017 prévoit que l'exploitation d'hydrocarbures va être progressivement interdite en France d'ici 2040. Greenpeace France avait dénoncé à ce sujet une contradiction totale avec les constats scientifiques et les engagements de l'État français. C'est la fin de ce journal préparé et réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous qui nous suivez depuis Agouezongo. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et surtout de l'environnement.